Mon exploitation a été détruite par un feu de forêt estival, alors je suis allé chez ma fille. Son mari a bloqué la porte. Tu vas ruiner mon tapis persan. Je n'ai pas de place pour une sans-abri. Désespéré, j'ai appelé le fils de mon voisin décédé, un garçon que j'ai traité comme le mien, et qui est maintenant milliardaire. Personne ne savait que j'avais son numéro. Quand il a posé son hélicoptère sur leur pelouse et a dit 3 mots, « Je suis heureux de vous avoir ici », suivez mon histoire jusqu'à la fin et commentez la ville d'où vous regardez pour que je puisse voir jusqu'où mon histoire a voyagé. Je n'aurais jamais pensé me tenir sur le pas de la porte de ma propre fille, implorant un endroit pour dormir. À 64 ans, avec rien d'autre que les vêtements que j'avais sur moi et l'odeur âcre de fumée encore accrochée à mes cheveux, j'ai frappé à la porte blanche immaculée de Kelly avec des doigts tremblants. Le feu de forêt avait tout emporté. 43 ans de souvenirs, de sueur et de rêves réduits en cendres en un seul après-midi. Ma ferme, la grange où j'avais élevé du bétail primé, le verger de pommiers que mon défunt mari Franck avait planté de ses propres mains, tout était parti. L'expert en sinistre a dit qu'il faudrait des mois pour traiter ma demande, et même dans ce cas, cela pourrait ne pas couvrir les coûts de reconstruction. Je n'avais nulle part où aller. Kaya a ouvert la porte en portant un chemisier en soie qui coûtait probablement plus que ce que je dépensais en nourriture en 3 mois. Ses sourcils parfaitement soignés se sont levés quand elle m'a vu, et je l'ai regardé observer mon jean taché dessus et le petit sac de sport contenant le peu que j'avais réussi à sauver. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix portait ce ton familier de dérangement auquel je m'étais habitué au fil des ans. « La ferme a brûlé, ma chérie. J'ai tout perdu. Ma voix s'est brisée malgré mes efforts pour rester forte. J'espérais pouvoir rester avec toi et Louis pendant quelques jours pendant que je me débrouille. » Avant que Kaya ne puisse répondre, Louis est apparu derrière elle. Mon gendre avait toujours été particulier sur les apparences, mais l'expression d'horreur qui a traversé son visage quand il m'a vu là était quelque chose que je n'oublierai jamais. « Absolument pas », a-t-il dit, se plaçant de manière protectrice devant sa femme. « Regarde-toi. Tu es couverte de cendres et Dieu sait quoi d'autre. Tu vas ruiner mon tapis persan. Cette chose a coûté 15 000 $. J'ai senti mes joues brûler de honte. Je pourrais me nettoyer d'abord, Louis. J'ai juste besoin de... Ce dont tu as besoin, c'est de régler tes propres problèmes, a-t-il interrompu, sa voix froide comme l'hiver. Nous avons un certain style de vie ici. Et notre image compte. Je ne peux pas avoir une sans-abri dormant sur mon canapé quand mes associés pourraient passer. Sans-abri. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. À ses yeux, c'est tout ce que j'étais maintenant. Pas sa belle-mère, pas la femme qui a élevé la fille qu'il prétend aimer. Juste un autre fardeau à jeter. Kaya s'est déplacée inconfortablement à côté de lui, mais elle n'a pas contredit son mari. Ma propre fille, l'enfant que j'avais soigné pour une pneumonie à l'âge de 6 ans, pour qui j'avais travaillé à 2/4 pour lui payer ses études, est restée là en silence pendant que son mari me traitait de sans-abri. « S'il te plaît », ai-je murmuré, détestant à quel point je semblais désespéré. « Je t'ai élevé, Kaya. J'ai tout sacrifié pour toi. Est-ce que ça ne veut rien dire ?» Pendant un instant, j'ai cru voir quelque chose vaciller dans ses yeux. De la culpabilité, peut-être, ou du regret. Mais alors Louis a placé une main possessive sur son épaule, et toute compassion qui aurait pu être là a disparu. « Maman, tu dois comprendre notre position, » a dit Kaya, sa voix soigneusement mesurée. « Nous vivons dans un quartier exclusif. Louis a raison sur les apparences. Peut-être que tu pourrais essayer d'appeler ta sœur à Portland. » Ma sœur à Portland qui ne m'avait pas parlé depuis 8 ans après notre querelle au sujet des funérailles de Franck. Ma sœur qui avait clairement indiqué que je n'étais pas la bienvenue dans sa vie. Kaya le savait, et pourtant elle l'a suggéré quand même. Je vois, ai-je réussi à dire, ma gorge serrée par des larmes non versées. Je comprends parfaitement. Louis était déjà en train de fermer la porte. Je suis sûr que tu vas trouver une solution, Ada. Tu as toujours été ingénieuse. La porte s'est fermée avec un clic décisif, me laissant seul sur leur porche bien entretenu. À travers la vitre dépolie, je pouvais voir leur silhouette s'éloigner, probablement pour retourner au dîner coûteux dont ils profitaient avant que je n'interrompe leur soirée parfaite. Je suis resté là pendant plusieurs minutes, le choc et l'incrédulité luttant contre une douleur si profonde que j'avais l'impression de me noyer. C'était ma fille, mon enfant unique. La petite fille qui avait l'habitude de se glisser dans mon lit pendant les orages,
qui avait pleuré quand je devais faire des quarts de travail tardifs au restaurant pour joindre les deux bouts. Où était cet enfant maintenant? Mon téléphone a vibré avec un SMS. Il venait de Kaya. Maman, je suis désolé, mais Louis a raison. C'est peut-être le signal d'alarme dont tu as besoin pour commencer à planifier ton avenir de manière plus responsable. Il existe des résidences pour personnes âgées qui pourraient t'aider. Résidence pour personnes âgées. Code pour n'importe où sauf ici. Je suis retourné à ma vieille camionnette, la seule chose qui avait survécu parce que je l'avais conduite en ville pour des provisions quand le feu a commencé. Mes mains tremblaient alors que je tâtonnais avec les clés. Où pouvais-je aller? Le motel le plus proche était à 50 km, et je n'avais que $217 sur mon compte courant. Alors que j'étais assise dans le camion, tout le poids de ma situation s'est abattu sur moi. J'avais 64 ans, j'étais sans abri, et apparemment indésirable par ma propre famille. La ferme qui avait été mon identité, mon gagne-pain, mon héritage, était partie. La fille à qui j'avais consacré ma vie à élever, perdue à cause de la cupidité et de l'ascension sociale. Mais alors que je regardais leur maison parfaite avec sa pelouse parfaite et sa façade parfaite, quelque chose a changé en moi. Le désespoir écrasant a commencé à se transformer en quelque chose d'autre, quelque chose de plus dur, quelque chose qui se construisait depuis des années alors que je regardais Kaya devenir quelqu'un que je reconnaissais à peine. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler mes contacts jusqu'à ce que je trouve un nom que je n'avais pas appelé depuis 15 ans. Mon doigt a plané au-dessus du numéro, mon cœur battant la chamade. Se souviendrait-il même de moi? Se soucierait-il de moi? Il n'y avait qu'une seule façon de le savoir. Mais alors que je regardais ce nom sur l'écran de mon téléphone, j'ai réalisé que ma fille venait de faire la plus grosse erreur de sa vie. Elle n'avait aucune idée de qui elle venait de rejeter. Aucun d'eux n'en avait. Et quand ils découvriraient ce que je leur cachais depuis toutes ces années, leur petit monde parfait ne serait plus jamais le même. Certains ponts une fois brûlés ne peuvent jamais être reconstruits. Kaya venait d'allumer l'allumette. Assise sur ce parking devant la maison de Kaya, je n'arrivais pas à empêcher les souvenirs de remonter. Chacun d'eux me lacérait le cœur, me rappelant tout ce que j'avais sacrifié pour la fille qui venait de me claquer la porte au nez. Je me suis souvenu du jour où Franck est mort. Kaya n'avait que 12 ans, pleurant si fort aux funérailles qu'elle s'est rendue malade. Je l'ai serrée dans mes bras toute la nuit dans ce lit d'hôpital étroit pendant qu'elle vomissait de chagrin, lui promettant que tout irait bien, même si je n'avais aucune idée de comment je tiendrais cette promesse. L'assurance vie de Franck couvrait à peine les frais funéraires. La ferme était noyée sous les dettes, et j'avais une fille en 6e qui avait besoin de stabilité plus que jamais. Alors, j'ai fait ce que n'importe quelle mère aurait fait. J'ai travaillé. J'ai travaillé à 3 emplois, le service du petit déjeuner chez Murphy's Dîner, le nettoyage des maisons l'après-midi pour les familles riches sur la colline, et les quarts de nuit à l'usine textile quand je pouvais en avoir. Kaya n'a jamais su pour les nuits où je pleurais pour m'endormir, épuisée et souffrante, me demandant si j'étais assez forte pour tout maintenir ensemble. Elle ne m'a jamais vu manger des sandwichs au beurre de cacahuète pour le dîner pour qu'il y ait assez d'argent pour ses vêtements d'école. Elle n'était qu'une enfant. Elle n'aurait pas dû le savoir. Mais ce qui m'a le plus brisé le cœur, c'est la façon dont elle a commencé à me regarder pendant ces années. Comme si j'étais une source d'embarras. Comme si mes mains calleuses et mes yeux fatigués me rendaient d'une manière ou d'une autre moins que les autres mères qui conduisaient des voitures de luxe et ne sentaient pas la graisse de restaurant. Quand elle a eu 16 ans, elle a cessé d'inviter des amis à la maison. C'est juste plus facile de traîner chez eux, maman, disait-elle. Ce qu'elle voulait dire, c'est que leur maison était plus belle, leur mère plus raffinée. Je n'étais pas le genre de mère qu'elle voulait que ses amis voient. J'aurais dû être en colère. Au lieu de cela, j'ai travaillé plus dur. Je voulais lui donner tout ce que ses autres enfants avaient. J'ai sacrifié mes propres rêves, mon propre avenir, me disant que tout cela en valait la peine quand elle réussirait. L'ironie ne m'échappait pas maintenant. Toutes ces années à essayer de rendre la vie de Kaya parfaite, et elle avait grandi pour devenir exactement comme les gens qui nous avaient méprisés. Mais il y avait un autre enfant dans ses souvenirs. Un garçon dont l'histoire était entrelacée avec la nôtre d'une manière que Kaya n'a jamais pleinement comprise. Tommy Peterson vivait dans la maison délabrée à côté de notre ferme. Ses parents étaient les ivrognes de la ville. Tout le monde le savait, mais personne n'en parlait. Pas directement. Quand Tommy avait 8 ans, il a commencé à se pointer à notre porte de cuisine à l'heure du dîner, toujours avec une excuse. Ma mère voulait savoir si vous aviez du sucre.
Puis-je caresser vos chats? Mon père dit, avez-vous besoin d'aide pour quoi que ce soit? La vérité était écrite partout sur son corps mince et ses yeux enfoncés. Le garçon avait faim, et pas seulement de nourriture. Il mourait de faim pour de la gentillesse, pour que quelqu'un le remarque, pour un endroit où les voix fortes ne signifiaient pas que quelqu'un était sur le point de se blesser. Frank l'a vu avant moi. Ce garçon a besoin qu'on s'occupe de lui, a-t-il dit un soir alors que nous regardions Tommy, 8 ans, à travers la fenêtre de notre cuisine, assis seul sur les marches de sa maison. Ses parents ne vont pas bien. Après la mort de Frank, Tommy est devenu mon ombre. Il apparaissait tous les matins avant l'école, aidant aux tâches de la ferme sans qu'on le lui demande. Quand je rentrais de mes quarts de travail, épuisé et à peine capable de me tenir debout, il avait déjà nourri les poulets et ramassé les œufs. Tu n'as pas à faire ça, mon chéri, lui ai-je dit un après-midi quand je l'ai trouvé en train de nettoyer des étables qui étaient censées être de ma responsabilité. J'aime aider, a-t-il dit simplement. De plus, tu prends soin de tout le monde. Quelqu'un devrait prendre soin de toi aussi. C'est alors que j'ai su que ce garçon avait une vieille âme. Il n'avait que 9 ans, mais il comprenait quelque chose sur l'amour et la loyauté que beaucoup d'adultes n'apprennent jamais. Il comprenait que la famille n'est pas toujours une question de sang. Parfois, il s'agit d'un choix. Tommy ne s'est jamais plaint quand son père rentrait à la maison ivre et violent. Il ne m'a jamais demandé d'appeler les services sociaux, bien que Dieu sait que j'aurais dû le faire. Au lieu de cela, il se présentait simplement à ma porte avec ses devoirs, et je le laissais les faire à ma table de cuisine pendant que je préparais le dîner. Les pires nuits, quand les cris d'un accent grave côté devenaient trop forts, je le trouvais en train de dormir dans notre grange le matin. Kaya le tolérait parce que j'insistais, mais elle ne l'a jamais vraiment accepté. Pourquoi doit-il toujours être là, se plaignait-elle quand Tommy se joignait à nous pour les dîners du dimanche ou les soirées cinéma en famille. Parce qu'il a besoin de nous, lui disais-je. Parfois, nous sommes la famille que les gens choisissent, pas seulement celle dans laquelle ils sont nés. Elle levait les yeux au ciel et se retirait dans sa chambre. Même à 12, 13, 14 ans, Kaya avait déjà décidé que Tommy Peterson était au-dessous de son attention. Il était pauvre, ses vêtements étaient d'occasion, et ses parents étaient le genre de personnes dont les familles respectables chuchotaient. Mais j'ai vu quelque chose chez ce garçon, une intelligence féroce que l'école ne pouvait pas tout à fait nourrir, une détermination qui me rappelait ma propre jeunesse. Quand il avait 15 ans, il a appris la programmation informatique à partir de livres de bibliothèque. Quand il avait 16 ans, il réparait les ordinateurs de ses voisins pour se faire de l'argent de poche. Quand il avait 17 ans, il parlait déjà de l'université, de sortir de notre petite ville et de faire quelque chose de lui-même. La dernière vraie conversation que j'avais eue avec Tommy était la nuit avant qu'il ne parte pour l'université. Il avait obtenu une bourse complète au MIT, ce qui étonnait encore le conseiller d'orientation de notre petite ville. Nous nous sommes assis sur mon porche, partageant un thermos de café et regardant le coucher de soleil peindre le ciel en orange et rose. Je n'aurais pas réussi sans vous, Miss Ada, a-t-il dit doucement. Vous le savez, n'est-ce pas? J'ai serré sa main. Tu aurais trouvé un moyen, Tommy. Tu es plus fort que tu ne le penses. Peut-être, mais vous m'avez donné quelque chose que je n'avais jamais eu auparavant. Il s'est arrêté, choisissant ses mots avec soin. Vous m'avez donné une famille, une vraie. C'était il y a 15 ans. Tommy Peterson était resté en contact pendant les premières années d'université, m'envoyant des cartes de Noël et une lettre occasionnelle sur ses études. Puis la vie a pris le dessus, comme elle le fait, et le contact est devenu sporadique. La dernière fois que j'en avais entendu parler, par le biais des commérages de la ville, il avait obtenu son diplôme du MIT et avait déménagé dans la Silicon Valley. Quelqu'un avait dit qu'il avait créé sa propre entreprise, mais je n'avais jamais prêté beaucoup d'attention aux rumeurs. Maintenant, assise dans mon camion devant la maison parfaite de Kaya, je regardais son nom dans mes contacts téléphoniques. Thomas Peterson, le petit garçon effrayé qui m'aidait à nourrir les poulets, était devenu un homme que je connaissais à peine. Se souviendrait-il même de la femme qui lui avait préparé des sandwichs au beurre de cacahuète et l'avait aidé à faire ses devoirs? Plus important encore, se soucierait-il du fait qu'elle avait besoin d'aide maintenant? Mon doigt a plané au-dessus de son numéro alors qu'une autre réalisation douloureuse me frappait. J'avais élevé 2 enfants dans cette ferme. L'une était ma fille biologique qui venait de prouver que le sang ne signifiait rien pour elle quand il s'agissait d'inconvénients. L'autre était un garçon que j'avais choisi d'aimer qui avait choisi de m'aimer en retour. Il était peut-être temps de découvrir quel type de famille comptait vraiment.
Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine tenir le téléphone. 15 ans. Cela faisait 15 ans que je n'avais pas entendu la voix de Tommy. Et me voici sur le point de l'appeler à mon moment le plus bas. Et s'il m'avait oublié? Et s'il était occupé, prospère, entouré de personnes importantes qui ne comprendraient pas pourquoi une vieille fermière interrompait sa soirée? Mais quel choix avais-je? J'avais 64 ans, j'étais sans abri et apparemment sans valeur pour ma propre fille. Le camion se refroidissait, et j'avais besoin de prendre une décision avant que le motel local ne soit complet pour la nuit. J'ai appuyé sur le bouton d'appel avant de perdre mon courage. Le téléphone a sonné 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mon cœur s'est serré à chaque sonnerie. Bien sûr, il ne répondrait pas. Pourquoi un homme d'affaires prospère prendrait-il des appels de numéros inconnus à 20h30 un vendredi soir? J'étais sur le point de raccrocher quand j'ai entendu sa voix. Allô? Elle était plus profonde maintenant, mature, mais il y avait quelque chose dans le ton qui a serré ma gorge de reconnaissance. C'était toujours Tommy. Mon Tommy, même après toutes ces années. Ma voix est sortie à peine comme un murmure. C'est Ada. Ada Morrison 2. Miss Ada. Le changement dans sa voix a été instantané. Électrique. Miss Ada. Oh mon Dieu. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que tout va bien? Il se souvenait. Non seulement il se souvenait, mais la première chose qu'il a demandé était si j'allais bien. Les larmes ont commencé à couler avant que je puisse les arrêter. Je suis désolé de vous appeler à l'improviste comme ça, ai-je réussi à dire à travers mes larmes. Je sais que ça fait si longtemps et vous avez probablement une famille maintenant, des responsabilités. Arrêtez, a-t-il dit fermement mais doucement. N'osez pas vous excuser. Vous pouvez m'appeler à tout moment, n'importe où, pour n'importe quoi. Vous le savez. Maintenant, dites-moi ce qui ne va pas. Alors je l'ai fait. Je lui ai parlé du feu de forêt, de la perte de la ferme, de l'attente sur le pas de la porte de Kaya pour être rejetée comme une mendiante. Je lui ai parlé de Louis qui m'appelait sans abri, du silence de Kaya, de ne pas avoir où aller. Les mots ont jailli comme de l'eau à travers un barrage brisé, 15 ans de distance s'effondrant en l'espace d'un seul appel téléphonique. Tommy a écouté sans interrompre, faisant de petits sons de sympathie et de colère croissante. Quand j'ai fini, il y a eu une longue pause qui a fait se contracter mon estomac de peur. L'avais-je trop accablé? Avais-je présumé trop d'une relation qui existait il y a des décennies? Miss Ada, a-t-il dit finalement, sa voix chargée d'émotion. Cette femme n'est pas la petite fille que vous avez élevée. Ce que Kaya a fait ce soir est impardonnable. La protection féroce dans sa voix m'a rappelé l'adolescent qui se mettait en colère quand les enfants à l'école disaient des choses cruelles au sujet de mes vêtements d'occasion ou de mes emplois multiples. Même alors, Tommy m'avait défendu plus férocement que ma propre fille ne l'avait jamais fait. Elle est toujours ma fille, ai-je dit faiblement, bien que les mots sonnent creux. Non, a dit Tommy avec une certitude tranquille. Une fille n'abandonne pas sa mère. Une fille n'appelle pas la femme qui a tout sacrifié pour elle sans abri. Vous savez ce que vous êtes pour moi, Miss Ada. Vous êtes la seule mère que j'ai jamais vraiment eue, et aucune mère à moi ne passera la nuit dans un refuge ou une voiture. Mon souffle s'est coupé. Tommy, je n'appelais pas pour demander de l'argent haut. Je sais que vous n'appeliez pas. C'est exactement pourquoi je vais vous aider. Où êtes-vous en ce moment? J'ai regardé autour de moi sur le parking, toujours à la vue de la maison de Kaya. Je suis toujours à Millbrook dans mon camion devant la maison de Kaya. D'accord, on dirait que vous êtes en état de choc, ce qui est tout à fait compréhensible. Pouvez-vous conduire en toute sécurité? Je pense que oui. Bien. Il y a un Marriott à environ 30 km au nord sur la route 9. Le connaissez-vous? Oui. C'était l'hôtel de luxe où Kaya et Louis avaient organisé leur réception de mariage. Oui, mais Tommy, je ne peux pas me permettre. Vous ne payez rien. Je vais les appeler tout de suite et vous réserver une suite. Rendez-vous là-bas, commandez un service d'étage, prenez un bain chaud et essayez de dormir. Pouvez-vous faire ça pour moi? Une suite au Marriott. Je ne pouvais même pas imaginer ce que cela coûterait. Mais Tommy parlait comme si l'argent n'était pas un problème. Tommy, vous n'êtes pas obligé. Si, je le suis. Vous avez pris soin de moi quand je n'avais rien. Maintenant, c'est à mon tour de prendre soin de vous. Sa voix s'est adoucie. De plus,
vous allez avoir besoin d'être bien reposé pour demain. Demain? Je prends le premier vol demain matin. Je serai là vers midi. Prendre le premier vol? Mon esprit avait du mal à comprendre. D'où prenez-vous le vol? De San Francisco. Ne vous inquiétez pas des détails, Miss Ada. Concentrez-vous simplement sur le fait de vous rendre dans un endroit sur ce soir. Je m'occuperai de tout le reste. San Francisco était à 5000 km. L'idée que Tommy laisserait tout tomber et traverserait le pays juste parce que j'avais appelé semblait impossible. Vous n'êtes pas obligé de venir jusqu'ici. J'avais juste besoin d'entendre une voix amicale. Miss Ada, sa voix était douce mais ferme. Vous souvenez-vous de ce que vous m'avez dit la nuit avant mon départ pour l'université? J'ai repensé à cette soirée sur mon porche, au thermos de café, au coucher de soleil. Je me souviens que nous avons parlé de beaucoup de choses. Vous m'avez dit que la famille prend soin de sa famille quoi qu'il arrive. Vous avez dit que quand quelqu'un que vous aimez souffre, vous n'hésitez pas. Vous ne trouvez pas d'excuses. Vous vous présentez simplement. Les mots me sont revenus alors. J'avais essayé de le préparer au monde au-delà de notre petite ville, essayant de lui enseigner la loyauté et l'amour d'une manière que ses propres parents n'avaient jamais fait. Je me souviens, ai-je murmuré. Eh bien, je me présente. Et Miss Ada, il y a autre chose que vous devez savoir. Il y avait quelque chose dans sa voix, un poids qui suggérait que cette conversation était sur le point de prendre une autre tournure. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Qu'est-ce que c'est, mon chéri? L'entreprise que j'ai créée après le MIT. Elle s'est plutôt bien débrouillée. D'accord. En fait, elle s'est mieux débrouillée que bien, Miss Ada. Je ne suis pas seulement à l'aise. Je suis riche. Très riche. Le mot flottait dans l'air entre nous. Riche. Le garçon qui portait les chemises d'occasion de mon défunt mari parce que ses propres vêtements avaient des trous était riche. Combien riche, ai-je demandé, bien que je ne sois pas sûr de vouloir connaître la réponse. Forbes a estimé ma valeur nette à 2,8 milliards de dollars l'année dernière. Le téléphone a failli glisser de mes mains. Milliards, pas millions. Milliards. Tommy Peterson, le gamin maigre qui m'aidait à ramasser les œufs, était milliardaire. Je sais que c'est beaucoup à assimiler, a-t-il continué. Mais voici ce qui compte. Chaque succès que j'ai jamais eu, chaque dollar que j'ai jamais gagné, chaque réalisation qui m'a amené à ce point, tout a commencé dans votre cuisine, Miss Ada. Vous m'avez donné les bases qui ont rendu tout le reste possible. Je ne pouvais pas parler. Mon esprit tourbillonnait, essayant de réconcilier le petit garçon effrayé dans mes souvenirs avec l'homme au téléphone qui discutait avec désinvolture de milliards de dollars. Demain, quand j'arriverai à Millbrook, nous allons avoir une conversation avec votre fille et son mari. Ils vont apprendre exactement qui ils ont rejeté ce soir. Mais plus important encore, vous n'aurez plus jamais à vous soucier d'avoir un toit au-dessus de votre tête. Tommy, je vais prendre soin de toi comme tu as pris soin de moi. Je sais que vous n'avez pas besoin de milliards de dollars. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous les méritez. Sa voix est devenue plus chaleureuse, plus tendre. Miss Ada, depuis 15 ans, j'essaie de trouver comment vous rembourser pour m'avoir sauvé la vie. Demain, j'en aurai enfin l'occasion. Alors que je raccrochais le téléphone et que je démarrais le camion pour me rendre au Marriott, une pensée ne cessait de résonner dans mon esprit. Kaya venait de refuser l'asile à une femme qui avait élevé un milliardaire. Un milliardaire qui l'appelait encore sa vraie mère. Ma fille n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Mais elle était sur le point de découvrir que certaines erreurs ne peuvent pas être annulées. Et certains ponts, une fois brûlés, entraînent tout le reste avec eux. Le garçon que j'avais choisi d'aimer revenait à la maison, et il apportait suffisamment de pouvoir pour changer toutes nos vies à jamais. Je me suis réveillé dans la chambre d'hôtel la plus luxueuse que j'ai jamais vue. Drap en coton égyptien, salle de bain en marbre, une vue sur les montagnes qui m'a coupé le souffle. Pendant un instant, j'ai oublié où j'étais et pourquoi j'étais là. Puis tout m'est revenu à l'esprit. Le feu, le rejet de Kaya, l'appel de Tommy. L'appel de Tommy. Même à la lumière du matin, cela semblait impossible. Le petit garçon effrayé d'accent grave côté valait maintenant des milliards. Et il traversait le pays pour m'aider. J'ai vérifié mon téléphone. 9h47 du matin. Il avait dit qu'il serait là vers midi. J'avais à peine fini mon petit déjeuner gratuit que mon téléphone a sonné. Miss Ada,
Je viens d'atterrir à l'aéroport régional. Je serai là dans environ 20 minutes. Atterri? Pas mon avion a atterri ou le vol est arrivé, juste j'ai atterri, comme s'il était propriétaire de l'appareil, ce que je commençais à réaliser qu'il l'était probablement. Devrais-je vous rejoindre dans le hall d'entrée? En fait, je pensais que nous pourrions d'abord rendre visite à votre fille et à son mari. Si vous êtes d'accord. Mon estomac s'est serré. Tommy, je ne veux pas d'ennui. Il n'y aura pas d'ennui. Je pense juste qu'il est temps qu'ils comprennent qui ils ont rejeté la nuit dernière. Vous n'êtes pas obligé de dire quoi que ce soit si vous ne voulez pas, laissez-moi simplement parler. 23 minutes plus tard, j'ai entendu un son qui a fait lever la tête à tout le monde dans le hall de l'hôtel. C'était le bruit distinctif des pales d'hélicoptères qui devenaient de plus en plus forts à chaque seconde. Je suis sorti juste à temps pour voir un hélicoptère noir élégant se poser sur la pelouse de l'hôtel. Le personnel de l'hôtel s'affairait frénétiquement, probablement pour essayer de déterminer si c'était légal, tandis que les clients se pressaient aux fenêtres pour mieux voir. La porte de l'hélicoptère s'ouvrit et Tommy Peterson en sortit. Je le reconnaissais à peine. Le garçon maigre aux vêtements de seconde main avait été remplacé par un homme dans un costume impeccablement taillé, se déplaçant avec la confiance tranquille qui vient du fait d'avoir assez de pouvoir pour remodeler le monde autour de soi. Mais quand il m'a vu, tout son visage s'est transformé en ce sourire chaleureux dont je me souvenais d'il y a 15 ans. Mademoiselle Ada. Il est venu droit vers moi et m'a enlacé dans une étreinte qui m'a fait sentir que tout allait bien se passer. Il était plus grand que dans mon souvenir, plus large, mais ses bras me procuraient toujours un sentiment de sécurité. Regarde-toi, ai-je murmuré, reculant pour étudier son visage. Tu as bien grandi. Grâce à vous. Ses yeux étaient sérieux maintenant. Êtes-vous prête pour ça? J'ai hoché la tête, bien que je ne sois plus sûr d'être prête à quoi que ce soit. Le trajet en hélicoptère jusqu'au quartier de Kaia a duré moins de 5 minutes. Tommy avait appelé à l'avance pour obtenir la permission d'atterrir sur le parc municipal en face de sa maison, bien que je soupçonnais que quelqu'un avec ses ressources n'avait pas vraiment besoin de demander la permission pour grand-chose. Pendant que nous descendions, je pouvais voir des gens sortir de chez eux, pointant l'hélicoptère. C'était le quartier exclusif de Woodlawn Estate à Millbrook, où l'événement le plus excitant était généralement l'acquisition d'une nouvelle BMW. Un hélicoptère privé atterrissant dans leur quartier n'était certainement pas normal. J'ai repéré la maison de Kalia, puis Kalia elle-même, debout dans sa cour avant avec Lewis à ses côtés. Ils fixaient l'hélicoptère avec la même expression perplexe que leurs voisins. Tommy m'a aidé à descendre de l'appareil, ses mains fermes et rassurantes sur mon bras. Souvenez-vous, a-t-il dit doucement alors que nous traversions le parc en direction de la rue, vous ne leur devez aucune explication. Vous ne leur devez rien. Au moment où nous avons atteint l'allée de Kalia, une petite foule de voisins s'était rassemblée à ce qu'ils pensaient probablement être une distance respectueuse. Lewis essayait d'avoir l'air sévère et autoritaire, mais je pouvais voir l'incertitude dans ses yeux. Kalia avait juste l'air confuse. Maman, a-t-elle crié alors que nous approchions. Qu'est-ce qui se passe? À qui appartient cet hélicoptère? Tommy s'est légèrement placé devant moi, un geste protecteur qui me rappelait l'adolescent qui m'accompagnait à ma voiture après les quarts de nuit au restaurant. Madame Morrison, a-t-il dit, sa voix portant l'autorité de quelqu'un habitué aux salles de réunion et aux décisions à des milliards de dollars. Je crois que vous avez rencontré ma mère hier soir. La bouche de Kalia s'est légèrement ouverte. Votre mère? Je ne comprends pas Ada Morrison, la femme que vous avez renvoyée de votre porte, la femme que votre mari a traitée de sans-abri. La voix de Tommy était parfaitement maîtrisée, mais je pouvais entendre l'acier en dessous. Lewis s'est avancé, essayant clairement de réaffirmer une certaine autorité. Attendez une minute. Je ne sais pas qui vous êtes ni pourquoi vous pensez pouvoir. Thomas Peterson a interrompu Tommy, tendant la main dans un geste qui semblait poli, mais qui a en quelque sorte fait reculer Lewis. Vous me connaissez peut-être mieux sous le nom de Tommy Peterson. J'habitais à côté d'Ada quand j'étais enfant. J'ai vu la couleur quitter le visage de Lewis au fur et à mesure que la reconnaissance se faisait jour. Même dans notre petite ville, l'histoire du succès de Tommy était devenue légendaire. Le gamin pauvre qui avait réussi à entrer au MIT, qui avait bâti un empire technologique, qui avait fait la couverture du magazine Time il y a à peine 6 mois. Vous êtes ce Tommy Peterson, a chuchoté Kalia, ses yeux naviguant entre Tommy et moi. Le milliardaire. Je préfère me considérer comme le fils d'Ada Morrison, a dit Tommy simplement. Le fils qui va s'assurer qu'elle n'aura plus jamais à demander de l'aide à personne.
Les voisins se rapprochaient maintenant, attirés par la tension évidente et la nature de plus en plus surréaliste de la conversation qui se déroulait en plein jour dans la rue la plus prestigieuse de Millbrook. Lewis, à son crédit, a essayé de se ressaisir. « Écoutez, monsieur Peterson, j'apprécie votre inquiétude, mais c'est une affaire de famille. » « Vous avez tout à fait raison, a convenu Tommy. C'est une affaire de famille. C'est pourquoi je suis ici. » Il s'est tourné pour regarder directement Kaya. « Votre mère m'a élevé à partir de l'âge de 8 ans. Elle m'a nourri quand mes propres parents ne voulaient pas, m'a aidé à faire mes devoirs quand ils étaient trop ivres pour s'en soucier, et s'est assuré que j'avais des vêtements propres pour l'école. Elle a eu 3 emplois pour avoir de quoi nourrir sa famille, et elle a toujours fait de la place pour une personne de plus. » Le visage de Kaya rougissait de plus en plus à chaque minute. « Elle ne m'a jamais dit que vous étiez encore en contact. » Nous ne l'étions pas. Tommy a dit qu'hier soir était la première fois que nous nous parlions depuis 15 ans. Elle m'a appelé parce qu'elle n'avait nulle part où aller. Parce que la fille qu'elle a élevée, la fille pour laquelle elle a tout sacrifié, lui a claqué la porte au nez quand elle avait le plus besoin d'aide. Nous avons notre propre famille à laquelle penser, a commencé Lewis. Famille, Tommy a répété le mot comme s'il avait un goût amer. Laissez-moi vous parler de famille, monsieur Randolph. La famille ne s'abandonne pas. La famille ne se traite pas de sans-abri. Et la famille ne s'inquiète certainement pas plus d'un tapis persan que de la femme qui a renoncé à ses propres rêves pour que sa fille puisse tout avoir. La petite foule de voisins était maintenant assez proche pour entendre chaque mot. Je pouvais voir des téléphones être sortis, probablement pour enregistrer cette confrontation qui serait de l'or en termes de commérage pendant des mois. « Tommy, s'il te plaît, ai-je dit doucement, posant une main sur son bras. C'est assez. » Il m'a regardé, son expression s'adoucissant immédiatement. « Non, mademoiselle Ada, ce n'est pas suffisant, mais c'est un début. » Il s'est retourné vers Kaya et Lewis. « Je veux que vous compreniez tous les deux quelque chose. Ada Morrison est la personne la plus importante de ma vie. Elle l'a toujours été et elle le sera toujours. À partir d'aujourd'hui, tout ce dont elle a besoin, tout ce qu'elle veut, elle l'obtient. Sans poser de questions. » Il a fouillé dans sa veste et a sorti une enveloppe. « Voici l'acte de propriété d'une maison à environ 1 heure d'ici. Cette chambre, 4 hectares, personnel à temps plein. Si elle le veut, c'est à elle maintenant, libre de toute hypothèque. » Les yeux de Kaya se sont agrandis alors qu'elle regardait l'enveloppe. Cette chambre. J'ai également créé un fonds fiduciaire à son nom ce matin. 25 millions de dollars. Elle n'aura plus jamais à s'inquiéter d'argent. La voix de Tommy était factuelle, comme s'il parlait de la météo au lieu d'une somme d'argent qui changerait la vie de quelqu'un pour toujours. 25 millions de dollars. J'ai eu le vertige. La ferme qui avait brûlé valait peut-être 200 000 dollars, et cela comprenait le terrain. Lewis avait l'air malade. 25 millions de dollars. Ce n'est que le début, a continué Tommy, ses yeux ne quittant jamais le visage de Kaya. Mademoiselle Ada n'a pas seulement une maison et de l'argent. Elle a tout ce que j'ai, toutes les ressources, toutes les relations, toutes les portes que mon succès peut ouvrir. Elle a une famille qui apprécie réellement ce qu'elle a fait. Elle a déjà une famille, a dit Kaya faiblement. Tommy a secoué la tête. Non, elle avait une fille qui lui a appris hier soir que parfois la famille que vous choisissez est plus loyale que la famille dans laquelle vous êtes né. Le silence qui a suivi était assourdissant. Même les voisins avaient cessé de murmurer, sentant qu'ils étaient témoins de quelque chose qui définirait les relations pour les années à venir. Finalement, Tommy s'est retourné vers moi. « Mademoiselle Ada, il y a une voiture qui vous attend pour vous emmener dans votre nouvelle maison. Le personnel vous attend, et j'ai fait en sorte que quelqu'un vous emmène faire du shopping pour tout ce dont vous avez besoin. Voulez-vous aller la voir ?» J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix pour fonctionner correctement. Alors que nous nous tournions pour retourner vers l'hélicoptère, la voix de Kaya nous a arrêtés. « Maman, attends. Est-ce qu'on peut parler ?» Je me suis retourné lentement. Ma fille avait l'air plus petite en quelque sorte, diminuée par le poids de ce qu'elle venait d'apprendre. « De quoi aimerais-tu parler, ma chérie ? J'ai fait une terrible erreur hier soir. Lewis et moi étions justes. » Elle butait sur les mots, luttant clairement pour trouver un moyen d'annuler ce qui ne pouvait pas l'être. Tommy s'est avancé à nouveau, sa voix douce mais finale. « Madame Morrison, les erreurs, c'est quand vous oubliez de rappeler ou quand vous arrivez en retard à un dîner.
Ce que vous avez fait hier soir n'était pas une erreur. C'était un choix. Et les choix ont des conséquences. Alors que l'hélicoptère décollait, j'ai baissé les yeux sur Kalia debout dans sa cour parfaite devant sa maison parfaite, et j'ai ressenti quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Pas de la colère, pas de la satisfaction, mais de la pitié. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle avait perdu avant qu'il ne soit trop tard pour le récupérer. Certaines leçons ne peuvent être apprises que de la mauvaise manière. Et l'éducation de ma fille ne faisait que commencer. La maison que Tommy m'a achetée ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais imaginé. Assise sur 4 hectares de collines ondoyantes, c'était un manoir de style colonial avec des piliers blancs et des porches enveloppants qui ressemblaient à quelque chose tiré d'un magazine. Le personnel, une gouvernante nommée Maria, un jardinier nommé Franck et une cuisinière nommée Elena, m'ont traité comme une reine dès que j'ai franchi la porte d'entrée. « C'est votre maison maintenant, Madame Morrison », a dit Maria chaleureusement en me faisant visiter pièce après pièce de meubles élégants et de décors immaculés. « Monsieur Peterson a clairement indiqué que tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vous voulez changer, il vous suffit de demander. » Cette première semaine s'est passée dans un flou de luxe que je n'avais jamais connu. Des fleurs fraîches livrées quotidiennement, des repas préparés exactement selon mes préférences, un consultant en garde-robe qui m'a aidé à acheter des vêtements qui me allaient réellement pour la première fois depuis des décennies. Je me sentais comme Cendrillon, sauf que ma marraine la bonne fée était un milliardaire qui m'appelait toujours sa vraie mère. Tommy venait me voir tous les 2 ou 3 jours, apportant toujours quelque chose de bien pensé, des livres qu'il pensait que j'aimerais, des photos qu'il avait trouvées de notre ancien quartier, des nouvelles de connaissances communes de Millbrook, mais surtout, il voulait juste s'asseoir avec moi sur le porche, boire du café et parler comme nous le faisions quand il était adolescent. « Êtes-vous heureuse ici ?» m'a-t-il demandé lors d'une de ses visites, étudiant attentivement mon visage. J'ai regardé les jardins bien entretenus, le petit lac avec sa fontaine, la vie de facilité et de confort qui avait remplacé ma ferme incendiée. C'est magnifique, Tommy. Plus beau que tout ce dont j'ai jamais rêvé. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. J'ai souri à sa persistance. Même enfant, il avait une façon de voir à travers les réponses polies pour atteindre la vérité en dessous. Je m'adapte. Il y a beaucoup à s'habituer. Nous pouvons vous trouver une autre maison si vous préférez. Plus petite, peut-être plus proche de la ville. Non, ma chérie. C'est parfait. Je n'ai tout simplement pas l'habitude que les gens prennent soin de moi au lieu de l'inverse. Il a tendu la main et a serré la mienne. Vous avez passé une 40aine d'années à prendre soin de tout le monde. C'est votre tour maintenant. Le même soir, alors que je m'installais avec un livre dans ce que le personnel appelait la bibliothèque, une vraie bibliothèque avec des étagères du sol au plafond et une échelle roulante, Maria a frappé à la porte. Madame Morrison, votre fille est là. Elle dit qu'elle a besoin de vous parler de toute urgence. Mon estomac s'est contracté. Je m'y attendais, mais cela ne rendait pas les choses plus faciles. Faites-la entrer, s'il vous plaît. Kalia est apparue dans l'embrasure de la porte un instant plus tard, les yeux grands ouverts alors qu'elle observait la pièce élégante. Elle s'était clairement habillée avec soin pour cette visite, sa plus belle robe, ses bijoux les plus chers, ses cheveux coiffés de la façon dont elle pensait qu'ils la rendraient la plus attrayante. Maman, elle est restée là incertaine, comme si elle n'était pas sûre d'être autorisée à entrer complètement. Entre, ma chérie. Assieds-toi. Elle s'est perchée sur le bord d'un fauteuil en cuir, les mains serrées sur ses genoux. Pendant plusieurs instants, aucune de nous n'a parlé. Finalement, elle s'est éclaircie la gorge. Cet endroit est incroyable. Il l'est. Je n'avais aucune idée que Tommy Peterson avait si bien réussi sa vie. Je veux dire, je savais qu'il avait du succès, mais ce niveau de richesse. Elle a fait un geste autour de la pièce. Il a très bien réussi. Un autre silence. Je pouvais la voir lutter avec la façon d'aborder ce qu'elle était venue dire. Finalement, les mots ont jailli d'elle. Maman, j'ai fait une terrible erreur l'autre soir. Lewis et moi avons tous les deux fait une erreur. Nous étions choqués, impréparés et nous avons mal réagi. Mais tu dois comprendre, nous n'avons jamais voulu te blesser. J'ai étudié son visage, à la recherche d'un véritable remords, et j'ai surtout vu de la panique. Qu'est-ce que vous vouliez faire alors? Nous pensions juste, je veux dire, tu es si indépendante, si compétente. Nous pensions que tu te débrouillerais toute seule. Nous ne réalisions pas à quel point la situation était grave. Je t'ai dit que j'avais tout perdu dans l'incendie, Kalia. De combien plus grave devait-il être?
Ses joues ont rougi. Tu as raison. Tu as tout à fait raison. Mais maman, nous pouvons réparer ça. Lewis et moi en avons parlé, et nous voulons arranger les choses entre nous. Nous voulons que tu reviennes à la maison. À notre maison. Nous avons préparé la chambre d'amis pour toi. Tout est prêt. De nouveaux draps, des fleurs fraîches, tout ce dont tu as besoin. Tu pourrais emménager ce week-end si tu veux. J'ai senti un triste sourire se dessiner sur mes lèvres. Et la maison de Tommy, l'argent de Tommy, son fonds fiduciaire. Qu'est-ce qui arrive à tout ça? Le masque de Kaya a glissé pendant un instant, révélant quelque chose de désespéré et de calculateur en dessous. Eh bien, je veux dire, tu n'as pas vraiment besoin de tout ça, n'est-ce pas? Cette maison est si grande, si impersonnelle. Ne préférerais-tu pas être en famille? Ça y était. La vraie raison de sa visite. Elle voulait que j'abandonne la vie que Tommy m'avait offerte et que je vienne vivre dans leur chambre d'amis où il pourrait être près de moi et du fonds fiduciaire de 25 millions de dollars. Je vois. Je me suis levé lentement. Et que pense Lewis du fait que sa belle-mère sans-abri emménage de façon permanente? Il se sent terriblement mal pour ce qu'il a dit. Il veut s'excuser personnellement. Comme c'est généreux de sa part. Kaya s'est levée aussi, se rapprochant de moi. Maman, s'il te plaît. Je sais qu'on t'a blessé, mais nous sommes une famille. Nous sommes ta vraie famille. Ce Tommy Peterson, je veux dire, oui, tu l'as aidé quand il était enfant, mais c'était il y a longtemps. Il se sent juste coupable parce qu'il n'est jamais resté en contact. Une fois que cette culpabilité s'est dissipée, où seras-tu? Les mots ont atteint leur cible, réveillant des peurs que j'essayais de réprimer. Et si elle avait raison? Et si la générosité de Tommy n'était qu'une culpabilité temporaire? Et une fois qu'elle se serait estompée, je serais à nouveau seul. Mais ensuite, je me suis souvenu de son visage quand il est sorti de cet hélicoptère. La férocité de sa protection dans sa voix quand il a affronté Lewis, la façon dont il m'appelait toujours sa mère. Tu as peur qu'il m'abandonne comme tu l'as fait? Kaya a tressailli. Ce n'est pas juste. Nous ne t'avons pas abandonné. Tu m'as claqué la porte au nez, Kaya. Ton mari m'a traité de sans-abri et a dit que j'allais ruiner son tapis persan. Comment n'est-ce pas de l'abandon? Nous protégions notre maison, notre style de vie, de ta propre mère. Les mots flottaient en suspens entre nous. La maîtrise de Kaya a finalement complètement craqué. Très bien. Oui, nous nous protégions de toi, de tes problèmes, de ton besoin constant d'attention, de tes rappels constants de tout ce que nous avons travaillé si dur à surmonter. La vérité laide s'échappa d'elle comme du poison. Tu crois que c'est facile d'être ta fille? Tu crois que j'ai aimé grandir pauvre? Te voir te tuer au travail, être embarrassé par toutes nos affaires d'occasion alors que mes amis avaient de belles choses? J'ai absorbé chaque mot comme un coup physique. J'ai fait de mon mieux, Kaya. Je t'ai donné tout ce que je pouvais. Je sais que tu l'as fait. Des larmes coulaient maintenant sur son visage. Et je suis reconnaissante. Vraiment. Mais j'ai passé toute mon enfance à me promettre que je ne vivrais plus jamais comme ça. Que je ne serais plus jamais pauvre, plus jamais méprisé, plus jamais à m'inquiéter de l'argent. Lewis m'a donné cette sécurité, et je l'ai menacé. Oui. Non, je ne sais pas. Elle s'est affalée dans la chaise, sa façade parfaite complètement démolie. Je sais juste que quand je t'ai vu là avec tes vêtements couverts de suie et tes yeux désespérés, tu ressemblais à tout ce que j'avais fui. Et j'ai paniqué. L'honnêteté était brutale, mais au moins elle était honnête. Pour la première fois depuis son arrivée, j'avais l'impression de parler à ma vraie fille au lieu d'une performance soigneusement orchestrée. Et maintenant, demandai-je doucement, maintenant je réalise que j'ai peut-être jeté la relation la plus importante de ma vie pour un tapis persan et des apparences sociales. Sa voix était petite, défaite. Je veux arranger ça, maman. J'ai besoin d'arranger ça. Je me suis rassis en face d'elle. Ce dont tu as besoin et ce que tu veux sont peut-être deux choses différentes, ma chérie. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux arranger ça parce que tu as vu ce que je représente pour Tommy et tu as réalisé qu'il pourrait y avoir des avantages à m'avoir dans ta vie. Mais est-ce que tu me veux vraiment, Kaya? Est-ce que tu veux ta mère avec tous ses défauts, ses limites et son histoire embarrassante? Ou est-ce que tu veux avoir accès à ce que ma relation avec Tommy pourrait t'apporter? Elle ouvrit la bouche pour protester, puis la referma.
Le silence s'étendit entre nous, rempli du poids d'une vie d'émotions compliquées. Je ne sais pas comment répondre à ça, admit-elle finalement. Au moins, c'est honnête. Ce que je sais, continua-t-elle, c'est que je t'aime. Je t'ai toujours aimé, même quand j'avais honte de notre situation. Et je sais que te perdre me détruirait. Je tendis la main et pris la sienne. Tu ne m'as pas perdu, ma chérie. Mais la relation que nous avions avant, celle où je donnais et où tu prenais ça pour acquis, cette relation est partie. Elle a brûlé avec ma ferme. Alors, que reste-t-il? Je ne sais pas encore. Peut-être rien. Peut-être quelque chose de mieux que ce que nous avions avant. Mais c'est à toi de décider. Elle me serra la main. Comment je décide? Tu commences par rentrer chez toi auprès de Lewis et par réfléchir au genre de fille que tu veux être à l'avenir. Pas le genre de fille que tu penses que je veux ou le genre qui t'apportera le plus d'avantages, mais le genre qui te semble juste à toi. Et à toi. Qu'est-ce que tu feras pendant que je suis en train de comprendre ça? Je regardais autour de moi dans cette magnifique bibliothèque, je pensais à la prochaine visite de Tommy, à la vie paisible que je construisais dans cet endroit où j'étais apprécié simplement pour ce que j'étais. Je vais vivre ma vie, Kalia. Pour la première fois depuis des décennies, je vais vivre juste pour moi. Après son départ, je suis resté assise seule dans la bibliothèque pendant un long moment, à digérer tout ce qu'elle avait dit. La vérité était douloureuse, mais elle était aussi libératrice. Au moins, maintenant, je savais où j'en étais avec ma fille. Au moins, maintenant, je pouvais arrêter d'espérer quelque chose qui n'avait jamais vraiment existé. Mon téléphone vibra avec un SMS. C'était de Tommy. J'espère que tu passes une bonne soirée. Elena m'a dit qu'elle préparait ton pot-au-feu préféré demain. J'ai hâte de te rejoindre pour le dîner. J'ai souri, sentant le nœud dans ma poitrine se desserrer légèrement. Une partie de la famille est choisie, pas née. Et parfois, la famille qui vous choisit vous aime mieux que la famille avec laquelle vous partagez votre sang ne le pourrait jamais. Kalia allait devoir décider quel genre de fille elle voulait être. Mais je savais déjà quel genre de fils était Tommy. Le genre qui a parcouru 5000 kilomètres pour sauver la femme qu'il avait sauvée en premier. 6 mois plus tard, j'étais assise sur ma véranda à regarder le lever du soleil peindre les montagnes en rose et or quand mon téléphone a sonné. L'identification de l'appelant affichait le numéro de Kalia. Sa 5e tentative de me joindre cette semaine. J'ai laissé la messagerie vocale prendre le relais. Ce n'était pas que j'étais encore en colère contre elle. La colère demandait trop d'énergie, et j'avais trouvé de meilleures façons de l'utiliser. J'apprenais à peindre des aquarelles avec un professeur que Tommy m'avait trouvé. Je faisais du bénévolat au refuge animalier régional, quelque chose que j'avais toujours voulu faire, mais je n'avais jamais eu le temps. Je prenais un cours de littérature à l'université locale, je lisais des livres que j'avais toujours eu l'intention de lire pendant ces 40 années à cumuler 3 emplois et à élever des enfants ingrats. Plus important encore, j'apprenais ce que ça faisait d'être la priorité de quelqu'un au lieu d'être une obligation pour quelqu'un. Tommy venait me rendre visite chaque semaine, parfois 2 fois par semaine lorsque son emploi du temps le permettait. Il apportait son ordinateur portable et travaillait à partir de la table de ma cuisine pendant que je cuisinais, comme quand il était adolescent. Parfois, il amenait des collègues pour me les présenter. Des gens brillants et accomplis qui me traitaient avec le respect dû à quelqu'un qui avait façonné le caractère de leur patron. Voici Ada, leur disait-il. Elle m'a appris tout ce qui compte sur l'intégrité et la loyauté. Tout ce qu'il y a de bon en moi a commencé à sa table de cuisine. Le mois dernier, il m'avait surpris en faisant expédier cette table de cuisine depuis les ruines de l'ancienne ferme. D'une manière ou d'une autre, ces gens l'avaient trouvée intacte dans les débris, à peine endommagée. Maintenant, elle trônait dans ma nouvelle cuisine, marquée et familière, un pont entre mon ancienne vie et ma nouvelle vie. La notification de messagerie vocale a retenti contre mon gré. J'ai écouté le message de Kalia. Maman, c'est encore moi. Je sais que tu en as probablement marre d'entendre parler de moi, mais j'ai vraiment besoin de te parler. Les choses se sont compliquées, et Sa voix s'est brisée. J'ai besoin de tes conseils. S'il te plaît, rappelle-moi. J'ai supprimé le message sans hésitation. Certaines leçons ne peuvent être apprises que par les conséquences, et Kalia est encore en train d'apprendre les siennes. Par des connaissances communes, j'avais entendu parler de ces conséquences. Lewis n'avait pas été promu dans son cabinet après que la nouvelle s'était répandue sur la façon dont il m'avait traité. Apparemment,
son patron était une femme qui n'appréciait pas les hommes qui traitaient leur belle-mère de sans-abri. Leur position sociale à Millbrook avait chuté une fois que l'histoire avait été révélée. Et dans une petite ville, des histoires comme celle-là finissent toujours par se savoir. Plus significativement, l'entreprise de Lewis avait commencé à perdre des clients. Plusieurs de ses clients les plus riches avaient mentionné qu'ils étaient mal à l'aise de travailler avec quelqu'un qui montrait un tel manque de respect envers sa famille. Dans leur cercle, la réputation était primordiale, et la réputation de Lewis était maintenant toxique. La pression financière montait. J'avais entendu dire qu'ils avaient dû vendre la BMW de Lewis et qu'ils envisageaient de déménager dans une maison plus petite. Le tapis persan qui était plus important que le bien-être de sa belle-mère avait été vendu sur eBay il y a 3 mois. Mais la vraie punition de Kalia n'était pas financière. C'était de voir d'autres personnes recevoir ce qu'elle avait jeté. Tommy avait créé une fondation axée sur le soutien aux mères célibataires dans les communautés rurales, des femmes qui me rappelaient ces années difficiles après la mort de Frank. Il m'avait invité à siéger au conseil d'administration, et j'avais découvert que j'avais un talent pour identifier les programmes qui feraient la plus grande différence dans la vie des femmes. La semaine dernière, la fondation avait organisé un gala à San Francisco. Tommy m'avait fait venir par avion, m'avait logé dans une suite pentouse, m'avait acheté une robe qui coûtait plus que ce que je gagnais en 3 mois. J'étais entré dans cette salle de bal à son bras, présenté comme ma mère, Ada Morrison, à des milliardaires de la technologie, des politiciens et des célébrités qui avaient réellement entendu parler de moi grâce aux histoires de Tommy. L'événement a permis de recueillir 12 millions de dollars pour les mères célibataires. 12 millions de dollars qui fourniraient des services de garde d'enfants, une aide à l'éducation et des fonds d'urgence pour les femmes qui luttaient comme j'avais lutté. Alors que je me tenais sur cette scène pour remercier les donateurs, j'ai pensé à la jeune mère effrayée que j'avais été il y a 30 ans, me tuant au travail juste pour garder un toit au-dessus de nos têtes. Cette femme n'aurait jamais pu imaginer qu'elle se tiendrait un jour dans une salle de bal remplie des personnes les plus puissantes du monde, plaidant pour d'autres femmes comme elle. Le journal local avait publié une photo de Tommy et moi au gala. Sur la photo, nous sourions tous les deux, son bras autour de mes épaules, et je portais un collier en argent qu'il m'avait offert. Un simple pendentif sur lequel on pouvait lire « La meilleure maman du monde ». Je savais que Kalia avait vu la photo parce que 3 jours plus tard, elle était venue chez moi sans y être invitée. « Maman, il faut qu'on parle », avait-elle dit, debout sur ma véranda dans une robe bon marché que je ne reconnaissais pas fini les vêtements de marquer les cheveux parfaits. Elle avait l'air fatiguée, plus âgée, désespérée. « Pas vraiment », avais-je répondu calmement. « J'ai tout perdu. Lewis a demandé le divorce le mois dernier. Il m'a blâmé d'avoir ruiné sa carrière. Il a dit que m'épouser était la pire décision qu'il ait jamais prise. » Les larmes avaient commencé à couler. Je vis dans un studio au-dessus de la laverie automatique. Je travaille au restaurant où tu travaillais. Le même restaurant, maman. Murphy S. J'avais ressenti un pincement. Pas vraiment de la sympathie, mais une reconnaissance. Je savais ce que c'était de travailler chez Murphy S, de rentrer à la maison épuisé et sentant la graisse. Mais je l'avais fait par amour pour soutenir mon enfant. Kalia le faisait parce que ses choix avaient fini par la rattraper. Je suis désolé que tu aies des difficultés, avais-je dit, et je le pensais. Mais tes problèmes ne sont plus les miens à résoudre. Mais je suis ta fille. Tu es une femme de 40 ans qui a fait ses choix clairement et délibérément. Tu as choisi Lewis plutôt que moi. L'argent plutôt que la famille. Les apparences plutôt que l'amour. Maintenant, tu dois vivre avec ces choix. Les gens font des erreurs. Maman, ne méritais-je pas le pardon? C'est alors que je l'avais regardée. Vraiment regardée et vu non pas l'enfant effrayé qu'elle prétendait être, mais la femme calculatrice qu'elle était devenue. Le pardon n'est pas la même chose que le sauvetage, lui avais-je dit. Je t'ai pardonné il y a des mois. Mais te pardonner ne signifie pas que je vais te sauver des conséquences de tes actes. Elle était partie après ça, mais pas avant que je ne l'ai surprise en train de prendre des photos de ma maison avec son téléphone. Probablement pour les vendre à un blog de potins ou les utiliser pour convaincre les gens qu'elle avait encore accès à la richesse de Tommy par mon intermédiaire. Ce matin, Tommy venait pour notre petit déjeuner hebdomadaire. Il était en voyage depuis 10 jours, pour conclure un accord qui ajouterait apparemment 500 millions de dollars à sa valeur nette. Mais il avait appelé tous les jours, prenant de mes nouvelles, s'assurant que j'étais heureuse et en bonne santé et que j'avais tout ce dont j'avais besoin. J'ai entendu son hélicoptère avant de le voir. Ce son familier qui était devenu la bande originale de ma nouvelle vie.
Alors qu'il montait les marches de la véranda, je me suis encore émerveillé de la transformation. Pas seulement son succès, mais aussi la façon dont il se comportait maintenant, confiant, puissant, mais toujours doux quand il me regardait. « Bonjour, beauté, dit-il en embrassant ma joue. Comment va ma maman préférée aujourd'hui ? Parfaitement, maintenant que tu es là. Il s'installa dans la chaise à côté de moi, acceptant le café que Maria avait apporté. Des nouvelles de Kalia cette semaine ? 5 appels. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Il hocha la tête en signe d'approbation. Bien. Tu lui as donné suffisamment de chance. Parfois, je me demande si je suis trop dur. Miss Ada, dit-il en prenant ma main dans les siennes. Tu as passé 30 ans à être trop douce. Tu as donné et donné jusqu'à ce qu'il ne te reste plus rien. Regarde où ça t'a mené. Debout sur son seuil, à supplier pour un abri après avoir tout perdu. Il avait raison, mais il était encore difficile de se débarrasser complètement de la culpabilité. Elle est toujours ma fille. Et je suis toujours ton fils. La différence, c'est que j'ai choisi de l'être. Chaque jour, je me réveille reconnaissant que tu m'es sauvé. Kalia se réveille en étant rancunière que tu n'aies pas été parfaite. Sa voix devint ferme. Tu ne lui dois rien de plus que ce que tu as déjà donné. Plus tard cet après-midi, alors que Tommy travaillait sur son ordinateur portable dans la cuisine et que je préparais le dîner, je me suis surprise à penser au chemin qui m'avait mené ici. L'incendie qui avait détruit ma ferme avait semblé être la fin de tout. Mais c'était en réalité le début de la prise de conscience que je valais plus que ce que je m'étais jamais permis de croire. Mon téléphone vibra avec un SMS, pas de Kalia cette fois, mais de Maria Santos, une femme que j'avais rencontrée par le biais de la fondation. Elle était une mère célibataire de 3 enfants dans une petite ville du Nevada, travaillant à 2 emplois et luttant pour payer les traitements contre le cancer de sa fille. Madame Morrison, disait le SMS. Le fonds d'urgence de la fondation a payé l'opération d'Emma aujourd'hui. Les médecins disent qu'elle va bien. Je ne sais pas comment vous remercier pour ce que vous avez fait pour notre famille. Vous avez sauvé la vie de ma petite fille. J'ai montré le message à Tommy, qui a souri et m'a serré l'épaule. C'est ça qui compte, a-t-il dit. C'est l'héritage que tu construis. Ce soir-là, alors que j'étais assise sur ma véranda à regarder un autre coucher de soleil spectaculaire, j'ai pensé à Kalia travaillant à son poste au Murphy's Diner, rentrant dans son studio, probablement en train de faire défiler les photos de ma nouvelle vie sur les réseaux sociaux, et en se plaignant. J'ai pensé à Lewis, dont l'ascension sociale et le matérialisme lui avaient coûté tout ce qu'il pensait valoriser. Et j'ai pensé à moi, une femme de 64 ans qui avait perdu sa ferme mais retrouvé sa valeur. Qui avait été rejetée par sa fille mais adoptée par le fils qu'elle avait choisi d'aimer. Certaines histoires ne se terminent pas par une réconciliation. Certaines se terminent par l'acceptation. Acceptez que vous ne pouvez pas sauver les gens qui ne veulent pas être sauvés. Que vous ne pouvez pas aimer les gens jusqu'à ce qu'ils vous aiment en retour. Que parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire est de laisser les gens vivre avec les conséquences de leur choix. Mon téléphone a sonné à nouveau, le numéro de Kalia. Cette fois, j'ai complètement éteint le téléphone. Demain, Tommy et moi partions pour Denver pour visiter un autre projet de la fondation. La semaine prochaine, je rencontrerai un éditeur qui veut que j'écrive un livre sur la résilience et les secondes chances. Le mois prochain, je prendrai un cours de cuisine en Toscane, quelque chose dont je rêvais depuis des décennies, mais que je n'aurais jamais pensé pouvoir me permettre. Je vivais la vie que j'avais toujours méritée, mais que je n'avais jamais pensé à demander. Et je la vivais avec des gens qui me choisissaient, me valorisaient et m'aimaient exactement comme j'étais. Le garçon que j'avais sauvé m'avait sauvé en retour. Et cette fois, j'étais assez intelligente pour accepter le sauvetage. Certaines familles naissent, d'autres se construisent, et certaines se gagnent grâce à des années de loyauté, d'amour et de sacrifice qui sont reconnus et rendus au lieu d'être pris pour acquis. J'avais enfin appris la différence, et cela avait fait toute la différence dans le monde. Maintenant, je suis curieux de savoir ce que vous, qui avez écouté mon histoire, feriez si vous étiez à ma place. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire ? Commentez ci-dessous. Et en attendant, je vous laisse sur l'écran final 2 autres histoires qui sont des favorites de la chaîne, et elles vous surprendront certainement. Merci d'avoir regardé jusqu'ici.